Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs de l'émission Passion et Chansons d'aujourd'hui sur Fréquence Protestante 100.7 FM. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Michèle Gaillard, notre directrice d'antenne, de me permettre exceptionnellement ce soir de disposer d'une demi-heure d'antenne en place de mon quart d'heure hebdomadaire, ainsi que Monsieur Charlie Eldin, en m'excusant de prendre un quart d'heure sur le temps imparti de son émission Invitation à la prière. J'ai souhaité vous proposer une émission différente de ce que je fais habituellement, en abordant la littérature, plus spécifiquement la littérature destinée aux collégiens, et en vous parlant de la collection que je dirige depuis 2 ans aux éditions Larousse, Les contemporains classiques de demain, avec mon invitée, Madame Karine Girac-Marinier, qui dirige le département des dictionnaires et encyclopédies chez Larousse. Bonsoir à vous, chère Karine. Bonsoir. Rappelons que vous travaillez également avec votre collaborateur Monsieur Jacques Florent, directeur éditorial des dictionnaires et ouvrages de langue française. Nous allons, Karine et moi, vous parler aujourd'hui des ouvrages les plus récemment publiés. Il s'agit de Quiproquos et autres nouvelles de Philippe Delerme, Un coup de tonnerre et autres nouvelles de Ray Bradbury, Galadio de Didier Deninx et Les Justes et héros inconnus de Marek Alter, ouvrage sur lequel je reviendrai plus longuement avec Jacques Florent dans l'émission qui sera diffusée le samedi 20 novembre 2010. Alors, chère Karine, d'abord, j'aurais envie de vous poser une question sur l'ensemble de la collection, en revenant sur les 3 termes principaux de son intitulé, contemporains, classiques, demain, les contemporains classiques de demain. Tout simplement, pouvez-vous nous dire ce qui permet, selon vous, de discerner chez les auteurs d'aujourd'hui ceux dont on peut dire qu'ils seront des classiques de demain? Alors, à mon avis, Nicolas, il me semble que les classiques de demain se doivent d'être d'abord de très grands textes littéraires et également des textes dont la trame narrative aborde des grandes questions de société qui sont importantes pour l'éducation des adolescents, qui seront bien entendu nos futurs citoyens. Et j'ai donc le plaisir là de vous dire que vraiment les 4 ouvrages que nous avons publiés récemment sont vraiment, à mon avis, de futurs grands classiques. D'une part, par exemple pour Philippe Delerme, nous avons là un texte d'un très grand écrivain français. La plume de Philippe Delerme est absolument remarquable et au niveau des collégiens, ce qui me semble très important, c'est de relever que l'usage que Philippe Delerme fait du français, de la langue française, passe très très bien au niveau de la compréhension des jeunes et des adolescents. Du coup, on peut mettre à la portée des enfants et des adolescents des textes d'une immense qualité littéraire, mais qui en même temps leur sont très facilement accessibles. Il n'y a pas de barrière entre le texte et les adolescents. Par ailleurs, pour le second ouvrage, enfin le deuxième ouvrage de Bradbury, je trouve que ce texte mérite tout à fait d'être au panthéon des grands classiques de demain, dans la mesure où ce texte est extrêmement poétique et ça fait vraiment appel en fait à toute la rêverie à laquelle la littérature souvent nous convie, à ce voyage extraordinaire dans des autres mondes. Et enfin, pour finir, je mettrai peut-être ensemble les 2 textes de Didier Deninx et de Marek Alter, qui évoquent tous les deux par des biais différents, l'un par la fiction, l'autre par des témoignages, la grande question de la responsabilité humaine, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui, tous les deux, témoignent à la fois des horreurs que peuvent commettre les hommes, mais également d'une infime mais admirable bonté chez certaines personnes qui font que l'humanité peut être sauvée. Alors moi aussi, je trouve en tant que directeur de la collection que le rôle premier de celle-ci serait de mettre entre les mains d'un public d'adolescents de plus en plus habitués à lire n'importe quoi, des ouvrages de qualité, écrits par de grands auteurs, et dont l'écriture, le langage, le style, puissent élever et éduquer leur esprit et non pas les rabaisser. Dans notre collection, Les contemporains classiques de demain, nous abordons la littérature du monde entier, et on peut dire que c'est un éveil, une ouverture vers les autres cultures. Nous avons ainsi publié des auteurs comme Georges Amado, Ismaël Kadare, Dino Buzzati. Nous abordons les registres les plus divers, que ce soit la nouvelle, le conte, le roman, le récit historique ou le document, avec ce dont nous parlerons un tout petit peu tout à l'heure, le recueil des témoignages rassemblés par Marek Alter auprès des Justes des Nations. Nous publions aussi bien des livres nouveaux d'auteurs bien vivants ou des rééditions de textes un peu plus anciens et parfois même oubliés, tels que les contes de Anne Frank. Alors j'aurais envie de vous proposer de nous parler en un premier temps des 2 recueils de nouvelles les plus récents que nous venons de publier, Quiproquos et autres nouvelles de Philippe Delerme et Un coup de tonnerre et autres nouvelles de Ray Bradbury. Alors si vous le voulez bien, je présenterai d'abord moi-même en quelques mots l'ouvrage de Philippe Delerme, en disant tout d'abord que c'est un livre auquel je tiens beaucoup.
Philippe Delerme est, rappelons-le, l'auteur du best-seller La première gorgée de bière et est également le père du chanteur Vincent Delerme. Il nous propose dans ce livre 3 textes pleins de sensibilité et d'élégance où il célèbre la France, aussi bien le Sud-Ouest ou Rouen. Je qualifierais pour ma part ces petites histoires pleines de tendresse et de magie de contes du quotidien, car il s'agit ici d'un regard plein d'humanité et de beauté sur la vie. Que ce soit à travers l'histoire de cette famille qui crée un petit théâtre au milieu d'un village d'Aquitaine, famille où le narrateur va trouver un ancrage, un lieu d'accueil, de ce portrait tendre et nostalgique de 2 commerçants de Rouen, le luthier et la vieille dame des beaux-arts, ou encore ce texte que j'aime énormément intitulé Le train de 18h54 où un écrivain un peu perdu va croiser un instant dans une gare une jeune femme tenant en poche le premier roman dont cet écrivain est l'auteur. Ces 3 nouvelles de Philippe Delerme m'ont singulièrement fait penser à un auteur qui compte beaucoup pour moi, un auteur classique par excellence, qui fait d'ailleurs partie bien entendu des petits classiques Larousse, Alphonse Daudet. Alors, Karine, parlez-nous un peu de ce que vous pensez de ce livre, dont la publication coïncide par ailleurs avec l'ajout de la mention du nom de Philippe Delerme dans l'édition 2010 du Petit Larousse. Et oui, on a eu la chance cette année de pouvoir accueillir Philippe Delerme, effectivement, et dans notre collection des petits contemporains classiques de demain, et dans le Petit Larousse. C'est une grande joie pour nous, et pour moi, c'est un point très important, parce que je trouve que c'est un auteur qui est très important pour la littérature française, et qu'il était important de consacrer dans le Petit Larousse notamment. Pour notre titre dans la collection des contemporains classiques de demain, en fait, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, je crois que la très grande force de ce titre pour des classes et pour des adolescents, c'est vraiment de mettre à la portée une écriture absolument admirable et très ciselée, très évocatrice aussi, tout en n'ayant aucune barrière en fait de difficulté de compréhension, ce qui fait que les jeunes peuvent tout de suite se faire bercer, je dirais, par la musique de Philippe Delerme. Et vous, Philippe Delerme vous fait penser, enfin son écriture vous fait penser à Alphonse Daudet. Moi, c'est très drôle parce qu'en fait, elle me fait plutôt penser à Marcel Proust, alors que l'écriture en elle-même de Philippe Delerme est diamétralement, je dirais, opposée à celle de Proust, dans la mesure où, tandis que Philippe Delerme est très très concis de l'autre côté, lui, Marcel Proust, pardon, est extrêmement foisonnant et fait des phrases d'une page avec énormément de propositions relatives et de subordonnées. Et pour autant, je trouve qu'ils sont tous les deux extrêmement proches, et je crois que d'ailleurs que Philippe Delerme apprécie beaucoup Marcel Proust, l'écriture de Marcel Proust, et je trouve qu'ils sont très proches dans ce rendu du quotidien, des émotions qu'on a oubliées, cette réminiscence des petits plaisirs de la vie, de ce qu'il y a de magnifique dans la vie, des sensations, des odeurs, etc. Et moi, c'est ce qui me subjugue vraiment dans l'écriture de Philippe Delerme, c'est cette capacité en très peu de mots à suggérer et à éveiller des sensations qu'on avait un petit peu oublié. C'est le cas évidemment dans La première gorgée de bière, quand il parle par exemple des petits pois. Moi j'adore ce passage quand il décrit le fait d'empoigner des petits pois. C'est vrai que c'est une sensation enfantine qu'on a tous eue, et quand il l'a décrit, je trouve que c'est vraiment magique en fait. On la revit tout de suite. Et donc je trouve que c'est une très grande chance en fait aujourd'hui de pouvoir publier ces textes dans notre collection, parce que pour moi ce sont vraiment des textes très importants et d'une énorme force évocatrice, et vraiment qui sont à la portée des enfants. C'est pas, alors que Proust ne l'est pas, par exemple. Proust, c'est trop compliqué dans la structure grammaticale, et puis dans la longueur des phrases, et puis peut-être aussi dans l'histoire. Donc là, vraiment, avec Philippe Delerme, on a toute la subtilité, je dirais, de l'amour de la vie et de la façon de la décrire, en même temps avec un accès relativement facile. Alors je vous proposerai, Karine, et je proposerai également aux auditeurs que nous parlions maintenant d'un deuxième ouvrage récent dans notre collection Les contemporains classiques de demain. Donc, il s'agit d'Un coup de tonnerre et autres nouvelles de Ray Bradbury. Alors, Ray Bradbury est bien entendu reconnu internationalement partout dans le monde comme l'un des plus grands maîtres de la littérature d'anticipation. Il a beaucoup écrit sur la survie spirituelle de l'humanité s'opposant au matérialisme de la société. Bien que souvent présenté comme un écrivain de science-fiction, il ne s'est jamais lui-même enfermé dans ce type de narration. Alors je le cite: « Avant tout, je n'écris pas de science-fiction, j'ai écrit seulement un livre de science-fiction et c'est Fahrenheit 451 basé sur la réalité. La science-fiction est une description de la réalité, le fantastique est une description de l'irréel, donc les chroniques martiennes ne sont pas de la science-fiction, c'est du fantastique. »
D'ailleurs, les recueils de ce nouvel ne sont pas toutes des nouvelles d'anticipation. Oui, c'est tout à fait Et vrai. il y en a une très belle qui est la dernière, qui s'appelle Le Dernier Cirque, qui est une nouvelle quasiment réaliste, je dirais. Donc les textes de ce recueil ont tous été publiés précédemment dans différents ouvrages de cet auteur, Ray Bradbury, aux éditions de Noël, dans la magnifique collection de Jacques Chambon, Présence du futur, l'une des plus importantes collections dans le domaine du fantastique. La nouvelle Un coup de tonnerre, qui donne son nom à notre livre, est parmi les textes les plus célèbres de Ray Bradbury. Elle a d'ailleurs inspiré un film au cinéaste Peter Hyams, interprété notamment par Ben Kingsley. Cette nouvelle expose la problématique du voyage dans le temps et montre, si de telles occasions pouvaient se présenter, quel serait l'impact sur l'avenir en supposant que des individus venus du futur puissent altérer un élément du passé aussi petit qu'il soit. Mais j'ai beaucoup parlé, alors j'aimerais bien vous donner la parole à votre tour, Karine, et vous proposer de nous faire part de vos impressions sur cet ouvrage de Ray Bradbury. Alors je suis vraiment très contente qu'on ait publié cet ouvrage parce que je pense que la littérature fantastique n'est pas du tout un genre mineur, mais au contraire un genre majeur de la littérature et en plus renvoie à une fonction des livres qui est très importante, qui est celle de faire voyager, de faire découvrir de nouveaux mondes et surtout de développer l'imagination. Et c'est ça que personnellement j'apprécie et que je crois que beaucoup d'adolescents apprécient dans la littérature fantastique et de science-fiction, c'est cette capacité en fait à nous faire voyager et à créer des mondes différents qui en même temps ont parfois les mêmes problématiques que notre monde, mais qui sont envisagés sous d'autres aspects. Et je trouve que Bradbury, de ce point de vue-là, est vraiment un auteur absolument colossal parce que il adjoint en plus à cette créativité visuelle, je dirais, dans ses textes, une très belle langue une langue très imagée et très poétique. Et donc je trouve que en fait toutes ces nouvelles sont extrêmement poétiques et puis se lisent vraiment extrêmement rapidement parce qu'elles sont passionnantes, toutes sont captivantes. Et en plus, ce qu'on découvre chez Bradbury, c'est vraiment un sens du rebondissement inattendu. On a toujours des fins auxquelles on s'attend pas du tout. Donc c'est vraiment pour moi de très très grands textes et vraiment des textes de littérature majeure, je dirais. Donc Ray Bradbury, de ce point de vue-là, est vraiment un très grand écrivain. Et c'est vrai que pour les adolescents, je crois que c'est vraiment très intéressant de voyager. Donc ils peuvent effectivement, comme vous le disiez, dans un coup de tonnerre, monter à bord d'une machine à remonter le temps et vivre l'expérience d'essayer de chasser un tyrannosaure et on ne sait pas donc qui va survivre de cette aventure. Ils peuvent aussi essayer de voyager, enfin de faire un voyage interplanétaire. Par ailleurs, à d'autres endroits, enfin dans la nouvelle Ils avaient la peau brune et les yeux dorés, Bradbury pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'être martien, qu'est-ce que c'est qu'être terrien. Donc au-delà là de la simple évocation d'autres mondes, on a aussi une vraie question majeure qui est comment et qui nous renvoie d'ailleurs à nous-mêmes, c'est quelle différence faire, soit entre deux civilisations différentes, soit entre par exemple des robots, deux hommes. Ça c'est une autre question qui se pose souvent dans la littérature de science-fiction. Quelle est la différence entre un homme et un robot? Quelle est la part de l'âme en fait? Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve que pour les adolescents, ce sont vraiment des textes absolument fondamentaux. Alors maintenant, nous allons évoquer le roman de Didier Deninx, l'un des deux textes historiques qui nous ramène à l'époque nazie, au nazisme en fait. Gladio, l'auteur, comme cela est souvent le cas dans l'œuvre de Didier Deninx, aborde la thématique des failles de la mémoire collective, ce qu'Hitler appelle dans Mein Kampf la négrification de la race aryenne. Didier Deninx nous y raconte le voyage d'un jeune métis, le fils d'un tirailleur sénégalais et d'une Allemande, qui va échapper à la stérilisation que durent subir souvent au prix de leur vie, les enfants métis dans l'Allemagne nazie. Didier Deninx nous offre ainsi un véritable roman d'aventure, l'histoire de ce jeune garçon engagé en tant que figurant pour jouer dans les films de propagande nazie et qui accomplira un voyage unique en allant à la recherche de ses origines, en partant de Duisbourg pour aller jusqu'au fin fond de l'Afrique de l'Ouest, au village de Cinéré, près de Bamako au Soudan, à la recherche de sa famille paternelle. On peut dire qu'il s'agit d'un récit initiatique ancré dans une fiction historique. Nous découvrons également des dimensions
effroyable et méconnue du nazisme, pas seulement d'ailleurs la purification de la race aryenne à travers la castration des enfants métis, mais nous découvrons également quelque chose que j'ignorais tout à fait, parce qu'on n'en parle jamais. Il s'agit de la rafle des animaux au sein des familles juives, avec au début de ce roman un épisode terrible, la mort de la tortue Takuz. Ce parcours exceptionnel qui conduira ce jeune Allemand d'origine nommé Ulrich jusqu'à ses racines africaines, celle de son deuxième prénom, Galadio. Alors Karine, parlez-nous de ce que représente pour vous ce roman, Galadio de Didier de Nynx, et sa publication dans notre collection Les Contemporains classiques de demain aux éditions Larousse. Alors c'est vraiment un très très beau roman, un très beau récit qui ne peut que toucher les adolescents parce que on y voit énormément. Enfin, Didier de Nynx dénonce la barbarie nazie et ce qui s'est passé avec énormément de pudeur, je trouvais, de subtilité. Du coup, et en plus en utilisant la première personne du singulier pour faire parler son personnage, ce qui fait qu'on s'identifie complètement à Galadio et qu'on en ressent d'autant plus les méfaits qu'il subit et les horreurs qu'il traverse. Donc je trouve que c'est un récit vraiment très très fort et qui est complètement adapté à la compréhension des quatrièmes, troisièmes, et dont en plus la trame, je dirais, est extrêmement dynamique. Donc en fait, on s'ennuie absolument pas, c'est complètement palpitant, c'est très vivant. On n'a qu'une envie, c'est de connaître la suite de l'histoire et de savoir si le dénouement sera heureux. Et malheureusement, il ne l'est qu'à moitié, je dirais. Et c'est vraiment un roman qui est extrêmement touchant. Donc je trouve que les deux grandes forces de ce récit, ce sont à la fois justement cette évocation très pudique et vraiment extrêmement subtile d'un pan de l'histoire douloureux pour nous tous, et en même temps le fait que ça soit une histoire qui soit proche de celle des enfants et que les adolescents puissent complètement s'identifier au personnage. Ça me semble vraiment très très important, et que la narration est adaptée à la compréhension des enfants, et la longueur est idéale. Enfin vraiment, pour moi c'est vraiment l'ouvrage qui peut être étudié en classe et qui vraiment est passionnant pour les adolescents. Et Didier de Nynx, là, fidèle toujours à son art, et je dirais à sa mission en quelque sorte, la mission qu'il s'est donnée, cherche vraiment à nous faire connaître un pan de l'histoire ignorée. C'est vrai que moi je l'ai un peu redécouvert en lisant son roman, cette histoire des Français, là, des 160 000 je crois soldats sénégalais que la France a enrôlés pendant la Première Guerre mondiale pour aller se battre sur le front allemand, qui après, pour ceux qui ont survécu, ont parfois vécu un peu en Allemagne et ont subi au moment de la montée effectivement du nazisme des insultes, des atrocités, des calomnies. Donc ça, c'est un pan d'histoire qu'on connaît tous assez peu, et en fait, je trouve que Didier de Nynx nous le fait vraiment revivre avec beaucoup d'émotion. Et puis évidemment ce racisme qui s'est exercé, on le voit bien dans l'histoire, vraiment particulièrement pour les personnes juives, et puis aussi ça c'est un fait un petit peu moins connu, pour les personnes effectivement d'origine africaine ou à la peau disons plus foncée. Voilà, donc je trouve que c'est un roman absolument magnifique, et c'est intéressant justement nos trois grandes publications, sans compter le Marek Alter tout à l'heure, parce qu'on a les quatre grandes missions de la littérature, à la fois le voyage, la découverte d'autres mondes, l'imagination avec Ray Bradbury. On a l'écriture, le plaisir de goûter les mots et de réactiver des sensations perdues ou oubliées avec Philippe Delerme, et de décrire la vie et ce qu'elle a de plus beau dans les petits plaisirs fugaces parfois. Et puis avec Marek Alter et puis avec Didier de Nynx, cette écriture de combat en fait qui dénonce les injustices et qui en même temps nous donne le moyen de ne pas totalement désespérer de cette foutue humanité. Voilà, exactement. Surtout avec le Marek Alter. Et puis je dirais également une chose à propos du livre de Didier de Nynx, c'est un texte extrêmement visuel, et quand le lisant on a parfois l'impression de voir un film. Complètement, c'est tout à fait ça, oui.
Alors je souhaiterais enfin aborder un livre très important pour moi, Les Justes et Héros Inconnus de Marek Alter, recueil de témoignages de justes des nations, c'est-à-dire des personnes qui ont sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais vous laisser conclure notre entretien d'aujourd'hui en vous invitant à nous en parler, en nous disant quelques mots sur ce que la publication d'un tel livre dans notre collection, je me répète, je vous ai déjà posé la même question pour les autres livres, mais je pense que c'est la question à vous poser, ce que la publication d'un tel livre dans notre collection représente pour vous. Mais je voudrais d'abord rappeler aux auditeurs que je reviendrai plus longuement sur cet ouvrage le samedi 20 novembre avec votre collaborateur aux éditions Larousse, Jacques Florent, qui est le directeur éditorial des dictionnaires et ouvrages de langue française, car ce soir nous n'avons pas suffisamment de temps pour en parler autant qu'il faudrait et que j'ai moi-même un certain nombre de choses à dire et d'informations à donner à ce sujet. Pour moi, ce texte est vraiment une lueur d'espoir, je dirais, par rapport à cette question du nazisme, parce que c'est vrai qu'on peut, on ne peut que se désespérer quand on lit les récits ou même parfois les contes d'Anne Frank ou des récits de ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est absolument accablant, et je trouve que cet ouvrage de Marek Alter est vraiment, je le remercie moi, personnellement d'avoir fait ce livre. Je trouve qu'il est très important parce que on réalise avec lui, grâce à lui, que certaines personnes se sont élevées contre ce qui se passait et ont réussi à avoir le courage d'essayer de sauver des gens ou parfois c'était des petites actions mais qui en fait derrière avaient des conséquences très importantes et vraiment très nobles. Donc je trouve ce livre très important parce que d'abord c'est un témoignage sur ce qui s'est passé et donc c'est à nouveau une littérature, je dirais, des témoignages d'engagement parce que et de dénonciation. À travers ces histoires en même temps, il y a beaucoup de pudeur dans la façon dont les gens les racontent, mais on voit les atrocités je dirais en arrière-fond qui se sont passées, et elles sont pas des fois décrites précisément, mais justement on en sent encore plus, je trouve, les atrocités. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a de l'espoir parce que on voit que certaines personnes se sont vraiment battues, quitte à risquer leur vie, quitte même peut-être parfois pour certaines à en mourir pour sauver d'autres gens, et ça je trouve que c'est admirable et c'est très bien que on rende grâce à ces gens parce que quelque part ils n'ont pas que sauvé des êtres humains, ils ont aussi sauvé notre part d'humanité. Tout à fait, très bien. Karine, d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour tout ce que vous avez dit, parce que je trouve que vraiment c'était des propos de grande qualité que vous avez tenus dans cette émission, et j'ai été particulièrement sensible à tout ce que vous avez dit, et je tenais à vous en remercier, et si vous me le permettez, à vous féliciter pour la qualité de vos propos. Vous me flattez, Nicolas. Je souhaiterais, pour terminer, donner encore une fois aux auditeurs les titres des 4 livres dont nous avons parlé ce soir, tous disponibles, je le rappelle une dernière fois, aux éditions Larousse dans la collection Les Contemporains Classiques de Demain, au prix unitaire de 3,95 €, Quiproquo et autres nouvelles de Philippe Delerme, Un coup de tonnerre et autres nouvelles de Ray Bradbury, Galadio de Didier Neninx et Les Justes et Héros Inconnus de Marek Alter, une collection destinée en principe essentiellement aux collégiens, mais qui pourra sans aucun doute intéresser aussi bien un public d'adultes. Chère Karine Girac-Marnier, merci encore pour votre participation à cette émission, que les auditeurs pourront retrouver en début de semaine sur le site de Fréquence Protestante, dans la rubrique L'équipe, à ma page Castelnau-Ben Nicolas. Je tiens au passage à dire que j'apprécie beaucoup la conception de ce site internet et le fait que les émissions puissent y être facilement disponibles peu après leur diffusion. Je tiens à remercier les personnes qui s'en occupent pour la qualité de leur travail. Je tiens particulièrement à remercier, puisque j'en ai l'occasion, Yannick Triou, Vincent Jacquin et Cécile Rondeau-Arnaud. Merci beaucoup à vous. Et enfin, pour conclure, je souhaiterais vous présenter une célèbre chanson qui s'appelle « Quand les hommes vivront d'amour », chanson québécoise composée par Raymond Lévesque, auteur, compositeur, interprète, poète, romancier et dramaturge québécois, né le 7 octobre 1928 à Montréal, écrite en 1956 alors qu'il vivait à Paris. Cette chanson a d'abord été enregistrée par Eddie Constantine avant que l'auteur la rende populaire à son propre compte. Composée durant la guerre d'Algérie, elle est l'œuvre de sa carrière et celle qui a assuré son succès. Au cours des années, elle fut reprise par un grand nombre d'artistes québécois, dont Pauline Julien, Michel Louvain, Nathalie Simard, René Simard, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Offenbach, Luce Dufaux, Céline Dion, et par des chanteurs français, des interprètes français, ainsi Bourvil, Jean Sablon, Cora Vauquer, Enrico Macias ou encore Rika Zaraï. Cette chanson, qui est un appel à la paix, teintée d'humanisme, est restée populaire encore
actuellement. En 2003, d'ailleurs, les Enfoirés en ont fait leur chanson principale de leur spectacle de l'année. Et en 2005, dans le cadre d'un concours de la Fête nationale du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois l'a désignée comme étant la chanson préférée des Québécois, une meilleure de tous les temps, une des meilleures chansons de tous les temps. Au cours des années, Quand les hommes vivront d'amour a été traduite dans de nombreuses langues et dans de nombreux pays. Écoutons-la. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. Nous aurons eu la mauvaise partie, quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps. Il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère.